Dites-moi dans les commentaires si le son est bon ou pas. Mais c'est pas portable, là. Attends, ça va être correct, mais peut-être. C'est pas de son. Comme ça, c'est que. Oui. Maintenant, il y a du son ou pas. Toujours rien. On va monter les JB pour voir. Et comme Salut Nourdine.
Salut à tout le monde. Allô, allô. Salut Lourdine. Je te reçois très faiblement. Est-ce que tu m'entends? Euh, faiblement, hein. 1 sur 5. Alors, quoi de neuf? Ah, le créateur sera bientôt de retour. Bonjour joli cœur, bonjour à tous le... Ah, d'accord, il n'y a pas que moi qui n'entend pas bien Lourdine, alors. Voilà, d'accord. Oui, il y avait le. Qu'est-ce que c'est? C'était bloqué sur Bluetooth. Ah, d'accord. Comment est ça? Bien et tout. Ça va. Ouais. J'ai été à la plage ce matin. Oh, c'est bien ça. Voilà. Elle est bonne. Non, elle est fraîche encore. Ici aussi, c'est pareil. Ouais, c'est frais encore. Ça me convient pas. Ça convient à personne. Ah ouais. Ah ben il y avait des gens qui se baignaient quand même, hein, mais bon. Ouais. Bah, ici aussi, de toute façon, ici, ça fait déjà beaucoup. Ouais, ouais, Mais disons que ils s'attendent aux dômes de chaleur dans les prochains jours. ouais, Une espèce de dôme de chaleur, puisqu'il y a l'anticyclone des Açores qui bloque tout. ouais, qui bloque tout, ouais, exact. Ouais, c'est excellent, une baignade bien fraîche, mais ça, il faut le dire vite, hein. Bon, quand on vit au Canada, quoi, ou dans ces coins-là, c'est possible, mais pour nous, qui sommes, dont les vieux os sont habitués à des températures plus élevées, ça le fait pas. Je me souviens d'une baignade dans les Caraïbes. L'eau était trop chaude. On était en maillot de bain, on avait trop chaud. Il fallait plonger, tu vois, il fallait descendre à 5-6 mètres pour avoir une eau un peu plus fraîche. C'est la Ouais. première fois que ça m'arrivait. Ouais. Ben, c'est comme ça, c'est la lampe de fond qui est plus fraîche. Exact, exact. Oui, Ahmed Bayera, oui, bonjour. Alors, pour le moment, il n'y a pas grand-chose, quoi, hein. Et je vois. Alors, son mauvais. Voilà. Alors, Et le notre ami Farid n'est pas là. pas encore. Pourtant, Lui, c'est jeudi. il va se manifester Ouais, ouais. vers 17h10. Ah, d'accord. Désiré neuf. Dans une minute, alors. Voilà. Alors, Alors, le chat, vous avez tout compris, c'est bon. Vous n'avez pas de questions. j'ai vu tout à l'heure tu sais, il y a des gens qui écrivent de ces bêtises. Ah oui. Il parlait du décollage statique Ouais, avec puissance sur les freins. Et ouais. le gars, il dit, quand on fait ça, les freins sont amenés au rouge, etc. J'allais répondre, puis il y en a un qui lui a dit, ils peuvent pas chauffer puisque il n'y a aucune friction. Ils sont arrêtés. Non, mais il y en a vraiment qui écrivent des conneries, hein, voilà. Enfin, c'est comme ça. Je vais essayer de voir les. Tu sais, il y a des fois, tu as les créateurs de contenu qui font des trucs sur l'aviation, trucs et tout. Ouais. Ouais. Et attends, je vais essayer de chercher ici. Je vais faire recherche. Il y a un gars qui est pas mal, qui s'appelle Aviation 101. Je ne sais pas s'il est à l'écoute, parce qu'en général, il est pilote de ligne, il est first officer sur de comporteur. Et il fait de belles vidéos, trucs et tout. Mhm. Mais l'algorithme, l'algorithme de mon TikTok pratiquement ne partage pas automatiquement avec les gens du même contenu, tu vois. Ah, d'accord. Parce que, ouais, bah, il a été, si tu veux, mon TikTok a été créé en Algérie, à Oran, donc, et j'arrive pas à changer de région. Même, je leur ai écrit, je leur ai dit, je suis là, Espagne et tout. Et c'est difficile pour qu'ils te changent de région.
Ou alors il faudrait que tu changes carrément de compte, quoi. Il faudrait que tu recrées un compte. Et un autre compte, mais bon, Ben, faire à ce pas moment-là, tu perds tout. Tu perds tout exactement. ce que tu as gagné, quoi. Voilà, c'est-à-dire que tout ce que tu as gagné comme follower, il va falloir les Ouais, orienter vers le truc et tout. d'accord. Non, non, mais c'est... Mesloub, salut. Hello la team. Bonjour Mesloub. Est-ce que c'est le Mesloub qui était avec nous à H, non? Non, c'est pas lui. Il y a son fils, mais c'est même pas son fils celui-là. C'est un homonyme. Il y a son fils qui monte de temps en temps. Enfin, il est dans le chat. Ah, d'accord. Et lui, il est trop jeune pour assister au live. Ah ouais, hein. J'ai vu que Ben Nasser a pris sa retraite, là. Ouais, Ça nous rajeunit pas, hein. tu as vu Purée, ça? les mecs que j'ai vus arriver à la compagnie qui prennent leur retraite maintenant, ça va, hein. Oh, c'est le process Ouais, normal. ouais. J'ai vu tout à l'heure, il y en a un qui a mis une photo d'un tout un groupe de pilotes, tout ça, avec des PNC. Ouais. J'ai reconnu personne. Il n'y en avait qu'un seul. Bon, je connaissais à peu près son visage, je sais pas le nom. Mais sinon, vraiment, c'est là où on voit qu'on a vieilli, hein. On reconnaît plus personne. Bon, heureusement quand même, quand on voyage, on est reconnu. Ça va, c'est bon. Et sur la plateforme des anciens, Non, non, c'était sur Mécano. Facebook. Sur Facebook, oui. Mm. Alors, c'est dit Saïd Zara. Oui, il faut qu'elle parle il faut parler anglais, hein. Il faut bien parler anglais. Oh, non, ça, c'est une conversation qu'on a eue en dehors, hein. Elle m'a envoyé des petits messages. Voilà. Ils ont parlé d'un truc, mais je trouve pas sur Herald Aviation, sur le vol des Hadjis de Mauritanie, là. Je sais pas si on a entendu Ah parler. bon, non, il y a eu un problème? Soit disant, il y a un problème, enfin un crash, je sais pas quoi, mais bon. Voilà. Mais bon, je trouve aucune trace, il y a rien, donc c'est peut-être un fake. Ou de... Fake news, voilà. Metabox gets fake news. Ouais, c'est un fake, d'accord, ok. Ok, ok, ok. Et c'est un fake. Ah, Voilà. exactement. Alors, la compagnie créole, Alors, j'ai vu qu'il y a la troisième compagnie là la qui va deuxième, être créée, réseau intérieur. Donc, on refait une IAS, quoi. c'est un remake. C'est un Moi, remake. je sais pas franchement quel est le business plan, hein, parce que au prix où sont les billets en réseau intérieur, je vois pas comment on peut faire tourner une compagnie Alors, dans ces conditions. alors je ne sais pas si c'est le deal, mais c'est pratiquement Tassili qui va changer de nom. Ouais. Puisqu'il parle de Tassili avec 15 avions, il parle de la compagnie avec 15 avions, il parle que ça va être sous le DG Algérie pour le management et que. D'ailleurs, il y a même quelques râleurs d'ailleurs sur Facebook qui ont parlé de ça. Bon, Mhm. est-ce que c'est une absorption et pour faire deux compagnies, je sais pas. Je sais pas. Enfin, moi, je me souviens qu'à l'époque, hein, on s'était beaucoup penché sur le problème. Quand on a créé les premières compagnies privées, Ouais, euh, c'est pas viable. Le réseau intérieur sans subvention de l'État, c'est totalement exactement. injouable, hein, parce que tu as des frais d'exploitation qui sont pas du tout couverts, hein. Alors, Khaled, c'est qui Khaled? Salut, salut. Salut Khaled. Allô, allô. Allô, allô, allô. Non, Il a des il est mots. reparti. Non, je ne suis pas d'accord. C'est pas qu'il n'y a aucun intérêt. Il y a intérêt à une compagnie. Ouais. C'est vrai, au niveau purement du transport aérien, ça peut être intéressant que d'avoir
une compagnie qui fasse. L'Algérie est suffisamment grande pour qu'il y ait une compagnie aérienne qui fasse que du réseau intérieur. Le problème, c'est le prix des billets par rapport aux charges d'exploitation d'une compagnie aérienne. C'est ça le problème. Et en fait, les vols réseau intérieur ne peuvent être effectués que si l'avion fait un vol international ou plusieurs vols internationaux suite à un vol domestique. Mais sinon, en tant que tel, sur du domestique pur, c'est pas possible de dégager le moindre bénéfice. Ou alors, il faut mettre les billets à un tarif qui serait totalement prohibitif. Voilà. Eu égard au niveau de vie. Ah, Euh, mais je suis d'accord. La concurrence a pour but de réduire justement le prix des billets. Mais la concurrence entre quoi et quoi? Et, et le fait est que quand vous exploitez une compagnie aérienne et que tous vos billets sont payés en dinars et que vous avez des frais, tout ce que vous devez payer pour les avions pratiquement, tout ce qui est maintenance, etc., ça vous coûte en devises, il y a un problème. C'est tout. Hein. exact. Pour qu'il y ait réellement de la concurrence, il faudrait qu'il y ait installation des low cost par rapport pour que les Oui, compagnies de premier niveau se mettent au diapason. Tu sais, tu te rappelles très bien quand il y avait le panel. Il y avait oui, Equateur, Antinea, Khalifa. oui, 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 Air Algérie était obligé de se mettre au diapason et d'améliorer ses services, d'améliorer ses horaires. oui. Mais même Air Algérie est obligé d'améliorer même la rémunération des pilotes et des personnels navigants, etc. Mais ça n'a qu'un temps. Ça n'a qu'un temps. Bon, il y a un réajustement qui se fait, mais en fait, c'est d'une simplicité enfantine. Hein. C'est une question de convertibilité de l'argent, c'est tout, c'est surtout ça. Hein. Et de la valeur, la contre-valeur en devise. Tu te rappelles l'histoire d'ailleurs, je me rappelle très bien l'histoire des Glazures quand il y a eu ils n'avaient pas pu transférer les avoirs. Mhm. Oui, Je ne sais pas combien de millions d'euros. oui, oui. Ils ne pouvaient pas les transférer. Hein. Ça a fait Ah un ouais. gros trou dans le budget. Exact, exact. Ouais. Et Alors, je ouais. pense pas que ce soit réglé hein, jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est pas encore réglé. Ben, je sais que une bonne partie de cet argent a servi à payer des primes de licenciement au personnel qui était en Algérie. Euh, mais je ne sais pas effectivement si le global a été soldé, je ne sais pas. Non, 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 Mazel. Parce que à l'instant où on parle, le liquidateur de Khalifa est toujours en place. Ah, d'accord. Faut te dire. Hein. Oui, oui, donc ça remonte à loin. Ça remonte à 2003, hein, cette affaire-là. Ça Exact. fait donc 22 ans. Hein. Exact. Ouais. Je dirais. Bon. Le réseau intérieur peut-être avec des turboprops, et essentiellement des turboprops, Exact. Oui. ça peut fonctionner, mais pas avec des jets. Les jets, ça coûte trop cher à l'heure de vol. C'est ce qui se fait d'ailleurs dans l'Europe. En Irlande, truc et tout, c'est des ATR. Hein. Ouais, mais on est bien d'accord, vu les dimensions de l'Algérie, Ouais, c'est pas possible. c'est pas possible. Un Algetam avec un turboprop, c'est vraiment presque en limite d'autonomie, quoi. Là, quand on le faisait en Fokker, on l'appelait le Alger Jeddah. Quand on faisait Alger Eh oui, Jeddah, eh oui, c'est 5 heures en vol. eh ouais. Donc, 5 heures, c'est vraiment la limite d'autonomie de ce type d'appareil. Voilà. Avec toutes les limitations que ça impose dans port, etc. Je sais que bon, tu es mieux placé que moi pour en parler, mais sur Fokker, très souvent, vous étiez obligé de laisser du monde par terre à cause des limitations. Bagage aussi, bagage fret. Voilà, voilà. Donc,
Non, c'est oui, c'est vrai que sur le plan purement de la mobilité des gens, etc., c'est vrai que c'est une bonne chose, mais c'est difficilement réalisable, hein. Ben pour le désenclavement, il faudrait faire des trois trucs, comme par exemple des petits trucs comme Timimo, enfin Tougour, Gardaya, Mnia, Mnia, Ouais. Adrar, Elgo, non, Hmm. Bourgeois, etc. Des petits trucs comme ça, des trajets, diviser les trajets. Mais là Oui, aussi, parce que on se rend pas compte, hein, quand on habite au nord, on se rend pas compte de ce que ça représente pour les gens que de se déplacer, par exemple, au chef-lieu de wilaya ou un truc comme ça. C'est extraordinaire, hein. Vu les distances, c'est pas évident, hein. Donc non, non, d'un point de vue purement de la mobilité, c'est vrai que ça se justifie totalement. Mais la réalisation, il faut vraiment un business plan. Il faut que ce soit vraiment bien, bien foutu, hein. Je sais pas comment faire là. ils avaient même préparé l'aéroport de Beni Abbas. Ouais, Euh, Dans ce sens, il y a une belle piste, hein, une grande piste hein, de 3000 et quelques. ah, carrément, hein. Ouais, mais bon, il y en a, ils ont Oui, jamais. parce que là, du côté de Tindouf, il y a de la distance, hein. Bon, là-bas, si tu veux, tu as beaucoup plus les Hercules qui y vont comme Ouais, ouais, exact. le Ouais, ouais. poste 1, poste 2, Boulandam, ceci, les trucs. Bon, c'est des garnisons pratiquement. Mais Il y disons, avait Assi Khbi sur le ouais, ouais. HKI, là, Hôtel Kilo India, il y avait tout ça, ouais. Je sais pas si HKI a un terrain, il doit y avoir un terrain là-bas, non? Il y a un terrain, mais il n'y a que je sais pas, Militaire. il y a l'Antonov, enfin, pas l'Antonov, encore, une qui se posait. Donc, il y avait une grande piste. Mhm. Le chef mécanicien Zarouk, non, ça me dit rien, ben, que JB le connaît. Non, ça me dit rien comme ça de but en blanc. Voilà. Tougourt-Alger, oui, c'est en ATR, effectivement, Tougourt-Alger. Bon, Tougourt-Alger, c'est pas tellement loin. Il y a décollage, Ben Abbas, Boussada et tu as Tougourt. Alors pour Mani, là, pour Monsieur Zerouk Mohamed, vous savez, nous, des fois, on a connu des gens qui, au sol, on les connaissait de vue, mais on ne connaissait pas leur nom. Donc Exact, il est c'est ça. possible qu'on le connaisse, mais sans pour autant avoir son nom. Voilà. Ouais. Voilà. Il y a Kada qui arrive. Salut Kada. Salut Adam, Bonjour Adam. où est ton œuvre? Oui, Zerouk Mohamed, non, il y avait Zerouk qui était commandant. oui. Pagnol qui dit. T'es content qu'il n'y ait pas de questions techniques. Salut. Salut Pagnol. Crime, parce que les compagnies qui utilisent le 340 ne sont pas venues avec le Le 380, c'est 380. le 380, mais sinon l'aéroport est accessible au 380, les aires de circulation aussi. Il y a même le Finger pour ça, le satellite qui est prévu pour ça. Si mes souvenirs sont bons, c'est le Whisky 21. Whisky 21-22. Bon, maintenant que tu es venu, Pagnol, maintenant que tu es là, il va y avoir des questions techniques, ça y est. Ah ouais, il a peur, il veut pas monter, il a peur. Alors, Zara, c'est dit Saïd là. Qu'est-ce qu'il vous a dit, ce jeune pilote sur TikTok? Oui, Kada. Salut, salam alaikum, ça va bien? Salam, ça. Salut, ça va? Vous m'entendez ou pas? Oui, tu as beaucoup de bruit, tu es dehors. Tu as beaucoup de bruit, tu es dehors. Oui, je suis dehors. Désolé, معلش.
دوك جوست بالك 30 مينيت نعاود نولي معليش من بعدها. Pas de problème. Pas de problème. J'aimerais partir à Perth. Est-ce qu'il y a un vol à Alger? Il y avait, je pense qu'ils l'ont enlevé. Ils ont arrêté les vols sur Johannesburg. Pour aller à Perth, tu n'as qu'à prendre Qataria ou Emirates. Hein. Et je sais même pas où ça en est l'histoire, JB. T'as Est-ce quoi? qu'ils sont jusqu'au bout de leur logique ou pas? La cinquième ouverture. Ils ont signé avec... Ah, je sais pas. Je sais pas. J'ai vu ça. Ça a été annoncé à grand renfort de Ouais. communiquer, mais je sais pas finalement l'application pratique. Ouais, je sais pas. Ah, c'est bien que Air Algérie rejoigne une alliance quelconque, qu'elle fait du code sharing avec une autre compagnie, etc. Voilà. Oui. Connexion en 4G, si c'est en 4G, oui, c'est sûr, des fois ça Ouais. suffit pas. Allez, on va poser la question au panel, au chat. Imaginez-vous, bon, il y a 24 déjà dans le truc présent. Bon, il y a plus de spectateurs qui sont en dehors du live, mais il y a des 26. Imaginez-vous, vous arrivez à bord d'un avion et vous êtes refusé par l'équipage. Quel sera votre comportement? Alors, celui qui veut répondre, il répond. On a un problème toujours, l'avion est complet parce que c'est de l'OTA. Oui, ben qu'est-ce que tu veux, on en a parlé, oui. La Goat, en plus, je ne sais pas combien il y a de fréquences sur la Goat, mais bon. TraQ200, on a OG depuis 3 ans. C'est Khalifa Nadirka. Khalifa, Tassili. TraQ200. Demandez la raison. On va te dire, c'est comme ça. Vous êtes débarqué. Et on va pas te donner la raison. On va te dire, voyez avec le chef d'escale. Mais pour l'instant, vous êtes débarqué. Quels sont vos moyens pour vous défendre? Toi, tu appelles JB. Pagnol, que j'appelle JB. JB va te dire, le commandant est un ami, il va t'accepter, pas de problème. Je demande un remboursement et je prends un autre avion. Oui, mais ça veut dire Raqad, Asma, Usma 1637. On a déjà eu ce problème, mais Raqad, tu vas demander la raison. On va te dire oui, vous êtes débarqué, comme ça. On n'a aucune raison à vous donner. Quels sont les moyens que vous pouvez actionner justement au niveau de la réglementation? Quels sont vos droits? Est-ce que vous connaissez vos droits au niveau de la Convention de Chicago, Convention de Genève? Est-ce que vous avez lu, quand vous achetez le billet, vos droits? Parce que c'est un contrat. C'est un contrat qui vous lie à la compagnie. Quand vous achetez un billet, c'est un contrat. Donc, est-ce que vous vous êtes posé la question? J'étais simplement dégoûté. La cause était que l'avion était plein. 00213, ça m'est déjà arrivé sur EasyJet. Ça dépend si tu es arrivé, à quelle heure tu es arrivé, aussi, si tu étais réservé, si tu es en end list, si tu étais en stand-by list, tu étais... Mais là, quand vous achetez le billet, lisez ce qui est écrit. Même en étiquette, vous avez toute la réglementation, enfin les droits. Vous la rentrez sur Internet, vous pouvez lire des droits de passagers. D'abord, on vous refuse pourquoi? De but en blanc, c'est pas parce que tu t'as la haka, le gars il dit que vous n'êtes pas accepté à bord. Le gars il a donné une raison déjà, parce que l'avion était plein, c'est-à-dire que ils avaient pris, il était surbooké, et donc ils ont pris tous les gars, et quand lui est arrivé, il est arrivé en end list ou en stand-by list, et donc l'escale a le droit de débarquer des stand-by list. Et la preuve, les bagages ne sont pas enregistrés. Ils ne sont pas enregistrés, ils sont enregistrés en dernière minute. Enfin, ils sont d'ailleurs avec une étiquette spéciale,
Et ils sont mis en soute en dernière minute, quand le gars est assuré de monter à bord. Alors que les autres qui sont enregistrés en OK et tout, ils ont leur siège, le truc, leur tag, bagage et tout, c'est bon. Oui, conditions générales. Il faut lire les conditions générales du billet. Tiens, il y a un gars qui s'appelle JB. L'équipage a le droit de vous débarquer sans aucune raison? Oui. C'est-à-dire sans aucune raison apparente par toi. Mais lui, si tu as débarqué, c'est que c'est pas des fadas. Ils vous débarquent, c'est qu'il y a une raison valable. Parce que eux aussi, il faut qu'ils justifient le débarquement de la personne. Et ça peut même aller jusqu'à, quand il y a le refus du passager, ça peut aller jusqu'au débarquement par la force, par l'autorité. Il y a toujours une raison. Toujours. Tu avais la carte d'embarquement. Est-ce que tu étais OK ou pas? Encore une fois, si tu avais une carte stand-by, ils peuvent te mettre sur le tapis en dernière minute. Des fois, c'est une question de sûreté aussi, parce que s'il y a un doute, ou si par exemple tu as été vu d'une certaine manière, ou avec une mimique bizarre et tout, il y a des doutes. Ça peut porter préjudice à la sûreté du vol, à la sécurité du vol. Oui, bon, ça aussi. Les clients obèses, il est possible que leur obésité nécessite l'octroi de 2 sièges. Que la personne ne puisse pas, à condition bien sûr que l'accoudoir entre les deux soit relevable, etc., etc. C'est possible. Mais en général, ce genre de personnes, c'est au moment de l'enregistrement qu'on les détecte. Voilà. Exact. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des décharges de responsabilité. Par exemple, les gens à mobilité réduite, les aveugles, en général, hein, il y a ce qu'on appelle des décharges de responsabilité et que des fois, ces personnes-là, sur des vols précis, peuvent poser problème de sécurité. À ce propos, je précise aux gens qui ne le sauraient pas que les passagers à mobilité réduite ont des sièges qui leur sont dédiés dans un avion, de manière à ne pas gêner une évacuation éventuelle des passagers. C'est-à-dire que la philosophie qu'il y a derrière ça, c'est que les passagers à mobilité réduite ne sont pas mis, bien sûr, aux endroits où il y a des issues de secours, et ils ne sont pas mis non plus du côté pardon, j'ai un appel téléphonique. Ouais, Aaron. Ouais, Aaron. Ouvre ton mic. Ouvre ton micro. Aaron. Je t'ai pas demandé de changer de page. Ou là, tu es en train de chercher comment faire pour descendre. Ah, tu dis, on dirait le khatak. Salut. Hormis l'obésité, ce type de client. Ce type de clients, effectivement, peuvent poser un problème. C'est-à-dire, imagine, il y a une dépressurisation, dans le cas où il est accepté. Dépressurisation, le problème de respiration, de masque. Et donc, c'est des clients particuliers, que ce soit obésité ou la mobilité réduite. C'est une attention particulière de la part de l'équipage.
الهرب تاع pas monté. صراحة وجود الله. On va voir صراحة. Alors si quelqu'un il a la pop devant lui ou là, les ceintures, non, les ceintures c'est des ceintures standards, mais quand ça dépasse un certain gabarit, il y a les doubles ceintures qui sont mises, donc tu peux mettre 2 fois, et ça peut se faire. En général, toutes les compagnies ont les doubles ceintures, comme il est prévu pour les bébés aussi. C'est moi qui ai démarqué tous les gens qui me disent. Là, tu commences mal à s'initier. D'abord, tu peux pas savoir, ni connaître tous les gens qui te détestent. Et donc, no way pour ça. Mais c'est pas parce qu'ils te détestent qu'ils vont créer la zizanie à bord. Et si carrément tu trouves des gens qui te détestent, eh bien, change de poste. Ou tu te mets à l'avant s'ils sont à l'arrière, ou bien à l'arrière s'ils sont à l'avant, et c'est tout. Voilà comment on échappe aux gens qui t'aiment pas, ou qui n'apprécient pas ta présence. J'ai discuté maintenant avec Raouti. Ah, Merad. Morad. Ouais, Merad, ouais. Morad plutôt. Raouti. Et Il toujours est à Alger en ce moment. Ah, parce qu'il vit à Poitiers, lui. Ouais, ouais. Il s'est arrêté au bon endroit. Exactement. De Taman Rasset. Non, une hôtesse ne peut pas débarquer comme ça un passager. Aucun membre d'équipage ne peut débarquer un passager comme ça pour aucune raison. Il y a toujours une raison pour laquelle on débarque un passager. Et d'ailleurs, pour qu'une hôtesse arrive à demander à ce qu'un passager soit débarqué, il faut qu'elle passe par son chef de cabine, qui passe par le commandant de bord, et qui va étayer les faits. Alors, manquement de respect, insultes, ceci, cela, il y a beaucoup de choses. Hein. Déjà, tu n'es même pas encore rentré, ni toi, ni l'hôtesse qui t'a dit ça, et elle te dit, si je serais cessé, je vais te débarquer. Ça commence bien. Salut double blanc. Tu as vu l'état d'esprit, JB? Ah, il est en train de parler au téléphone. Il n'y a pas que la femme qui est l'ennemi de la femme. Hein. T'en fais pas, va. Oui, ça, lui. Vas-y, Usma, 1637, c'était quoi ta question? Je vais remonter pour voir. Usma, tu as posé quoi comme question? Tu as dit conditions générales. Tu parlais de la condition générale. Est-ce que tu parles de la condition générale de la personne, du passager quand elle monte à bord? Ouais, de la condition de, enfin, lui, de son comportement, ou de sa façon de faire, ou comment il est, ou qui va. Condition générale. Condition générale. S'il est en état d'ébriété avancé et que poser problème à la sécurité du vol, oui, il est tout de suite débarqué, ça c'est clair. Hein. De chaque niveau, il y a une vitesse. Bah oui, c'est sûr. Aussi vocal.
quoi? Vocal de quoi? L'organaise ne l'apprécie pas. Ben, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Ça peut arriver. Allô, bonsoir. Bonsoir, Salut, Oufé. ça Comment va? ça va? Boss. Oui, ben ta voix, elle est en fonction de la 4G. Ah ouais, ah ouais, en ce moment, ouais. Tu as le kit, non? J'essaie d'utiliser un kit exactement et la connexion me lâche. Parce que- Mais je sais pas, je voulais profiter un peu de votre expérience. Oui. Et dans le cas où, par exemple, dans le cadre d'un contrat d'affrètement cargo, par exemple, si j'utilise une compagnie spécialisée dans le cargo très connue qui est plus ou moins. Enlève le kit, enlève, parce qu'on entend tout. Ah oui, oui, On a un entonnoir. Bon, je réponds à des aides. Niveau 280, c'est 28 000 pieds. Tu divises par 3 pour avoir à peu près en mètres. Allô? Ouais, c'est mieux. Là, c'est C'est mieux. mieux, ouais. Ouais, ouais. Donc c'est ça qui déconne depuis tout à l'heure. C'est le kit. Ouais. Donc la question est dans le cas où dans un contrat commercial entre une personne morale, c'est-à-dire une société qui affrète un cargo pour transporter des marchandises, du bagage, là, enfin du fret. Et dans le cas où par exemple, même si on choisit une compagnie connue pour la gestion des trucs aux normes ISO, suisse par exemple, ou allemande, ou là, dans le cas où il y a un sinistre, on doit prévoir une assurance supplémentaire. Bien sûr. Ça, Ouais, c'est puisque... complémentaire. C'est déjà ta marchandise. Quand tu prends la compagnie, c'est la fille. En Espagne, ça. Quand tu vas déjà t'adresser à une compagnie a son assurance. Maintenant, si tu as de la marchandise sensible et que ça dépasse un certain montant, il est probable que la compagnie te demande de contracter une assurance supplémentaire. Mais sinon, quand quelqu'un parle, il vaut mieux arrêter ton micro Ouais, ouais, parce qu'il y a un retour. ouais, ouais. D'accord? Oui, pardon, hein, j'ai été appelé 2 fois là. Oui, on a compris. Et donc, ce n'est pas une obligation d'avoir une assurance supplémentaire, sauf, je te dis encore une fois, si c'est un truc sensible où la compagnie, dans son package d'assurance, ne va pas couvrir ça. Donc, ils peuvent te demander de contracter une assurance supplémentaire parce que c'est un deal privé que tu vas faire. Tu n'es pas passé par exemple, ça n'a rien à voir avec ISO, hein, ça n'a rien à voir avec compagnie ISO, un truc et tout, rien à voir, hein. Rien à voir. En Algérie aussi, il y a des ISO 9001, un truc et tout, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une compagnie reconnue qui est dans les tablettes de l'IATA, dans le Dangerous Good, dans l'OACI ou là, dans l'ESA ou là, Europe et tout, il n'y a aucun problème. Ta marchandise, elle est assurée. Bien sûr, quand tu vas payer ce que tu vas payer pour le transport, comprend le prix justement de l'assurance et du transport et du fuel et de ceci, de cela et de cela. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou pas. Vas-y, allume ton micro. Slow. Parce que j'ai déjà fait ce genre de transaction et on a fait appel à un tiers qui est d'ailleurs, bon, je vais donner les noms, hein, puisque c'est SGS. Ils font de la containerisation. Ils ont les plans sur les conteneurs de différentes. Tu payes un service supplémentaire quand, par exemple, c'était dans le cadre de médicaments. Comme il y avait une date de, il y avait voilà, donc voilà, on a pris ça. Ça a coûté cher, hein. Voilà.
Donc, tu me conseilles de prendre ou de déjà profiter du package par défaut. Il y a déjà un packaging par défaut, mais lis les termes du contrat avant de t'engager. Le timing, la livraison, les temps de vol, de ceci, il faut tout suivre. Tu as un label de suivi. Si c'est une compagnie connue comme par exemple UPS, DHL, truc et tout, qui fait du transport, ben, ça, si tu passes par une compagnie aérienne qui utilise sa ligne personnelle pour te transporter tes marchandises, ça, il faut t'assurer que qu'il n'y ait pas de retard. Surtout quand il y a péremption ou là, produit périssable. Il faut vraiment faire attention parce qu'il y a une autre qui est donnée au commandant de bord. Bon, lui, quand il est au courant, il y a toutes des mesures à prendre pour préserver tout ça pendant tout le vol. Quand c'est des animaux transportés, c'est la température. Quand c'est des produits sensibles, ben, c'est la température, etc., etc. Donc il faut voir avec eux. Il faut lire le contrat avant de signer quoi que ce soit. D'accord, Sloop? Merci, Yatek Saha, ça m'a vraiment éclairé. Salut, salut. Sahet. Salut. Ah, salut à tout le monde. Ciao. Ciao. Salut. Il Ciao. y a le R qui demande bonjour, comment savez-vous à quel moment les volets doivent être sortis en fonction de la descente? Ben, quand on commence notre approche, quand on est clair pour l'approche, on va réduire la vitesse de manière à se préparer à l'approche et puis on va respecter les éventuelles limites de vitesse qui nous sont imposées. Et à ce moment-là, on va sortir les volets. Mais c'est de toute façon, c'est quand on est autorisé à l'approche que l'on commence la préparation de la machine. On reste en lice tant qu'on n'est pas autorisé à l'approche, parce qu'on peut être en attente, tout ce qu'on veut, voilà. Et dès qu'on est autorisé, on commence à sortir les volets selon un programme de vitesse. Pour chaque braquage volet, on a une vitesse maximale et minimale. Donc on doit être dans ce segment-là pour pouvoir sortir les volets. Par exemple, je vais vous donner un exemple comme ça. Premier cran de volet, par exemple, 210 nœuds. Donc ça, c'est la vitesse maxi, enfin la vitesse normale de sortie de ces volets. On va mettre premier cran de volet à 210 nœuds. Et avec ce premier cran de volet, notre vitesse minimale est de 190 nœuds, par exemple. Donc, entre 210 et 190, on aura un premier cran de volet. Ensuite, on sortira le deuxième cran de volet qui va nous couvrir de 190 jusqu'à, mettons, 170, etc., etc. Voilà. Donc, voilà comment ça se passe. Le R, comment on le sait? On le sait simplement par exactement le display quand c'est un effacé. Sinon, c'est l'écran où il y a l'écran. Quand la manette est mise sur la position 1, on va voir défiler jusqu'à 1. Et quand sur un 30, par exemple, vous allez voir la couleur. Ça va sortir jusqu'à 1, 2 et 3. Et ça va sortir sur le display et ça va confirmer. Et quand il y a une acidité, par exemple, ça va s'arrêter en milieu de course. Ça va nous donner une alerte. Il va nous emmener vers le checklist pour faire éventuellement le checklist adéquat pour remédier à ça. Donc, effectivement, c'est peut-être indiqué sur les écrans en face du pilote. En fait, et la question est aussi, bien sûr, mais comment on sait à quel moment ils doivent être sur 1, 2 ou 3? Ben, c'est en fonction de la vitesse que l'on doit obtenir. Si on nous donne, par exemple, maintenez, je sais pas, maintenez 170 nœuds jusqu'à la hauteur marqueur, par exemple, hein, on va sortir un braquage de volet qui nous permet de voler à 170 nœuds jusqu'à la hauteur. Et ensuite, on sortira plein volet quand on sera autorisé à l'atterrissage, par exemple. Voilà. Donc, tout dépend du schedule de vitesse, du programme de vitesse que l'on observe en finale, en approche. Je suis rempli de... Ah ben c'est bien. Non, tu risques peut-être de nous croiser, mais en passager. Pas en tant qu'opérateur. Il a demandé à monter, alors je fais monter. Ça tourne dans le vide. Non, dis autant. Moi aussi, je reçois des appels et ça coupe. Volume micro. Non, volume micro est bien, c'est normal. Enfin,
je pense. J'entends correctement, hein, il n'y a pas de problème. Et bon, Hadar Khiles, après, il est en train de tourner en boucle. Est-ce que c'est un problème de... Je pense que c'est un problème d'Internet. C'est Internet qui déconne. Ben là, la 16. Il y a Foufou qui avait dit on te reçoit mal. Et notre ami Pagnol, il est où là? Il a eu peur, il ne voulait pas monter. Il s'est tiré. Il s'est tiré. Tout à l'heure, j'ai trouvé Ammar Zeguia en ligne, je l'ai appelé. Tu te rappelles d'Ammar Zeguia? Je me rappelle, ouais. Il m'a coupé au nez. Il me dit je suis en vol. Après, il m'a envoyé une photo. Il était en line check. Il est où lui maintenant? Il est toujours au Qatar. Sur Ah, toujours au Qatar, d'accord. 350. Ah, ils ont des 350 Qataria, oui. Oui. 350, 340. Bon, 340, ils ne volent pas tellement. C'est Emirates qui volent beaucoup avec. 330, bon, ils sont en train de le mettre de côté. Non, il y a plein d'endroits où les quadri-réacteurs ne peuvent plus aller, hein. Ouais. Tu as vu ça? Ouais. Zara, Sidi Saïd, là. J'ai regardé, vous m'avez envoyé une vidéo, là. J'ai regardé sur le site, esa.dz, ça marche pas. Il y avait marqué, et ce site est inaccessible. Voilà. Vraiment, c'est une école qui assure la formation PNC et... Ah, d'accord. Ils recrutent des PNC? Non? Ouais. Ben, tu sais, ça coûte très cher, Balala 31. Ça coûte très cher à la maintenance des quadrilles. Maintenant, ce qui se fait le mieux, c'est les biréacteurs, long courrier, Lagrange, type 7, les 350, 330. C'est tout ce qui marche de mieux, d'ailleurs, pour le marché aéronautique. Les quadri-réacteurs ne se justifient plus, hein. C'est fini, hein. Il n'y a plus de traversée en étroit. Il n'y a plus... La seule justification pour ceux qui n'étaient pas au courant, enfin qui n'ont pas suivi depuis le début, avant il fallait mettre des quadri-réacteurs toutes les fois qu'on devait voler longtemps au-dessus de l'Atlantique, au-dessus des océans d'une manière générale. On va pas rentrer dans tous les détails, mais bon, il y avait des réglementations qui imposaient qu'un avion biréacteur, compte tenu de la probabilité de la panne des deux réacteurs, ne pouvait pas voler au-delà de 60 minutes d'un terrain propre à l'héberger, etc., l'accueillir, etc. Mais bon, maintenant, ces règlements ont changé avec l'apparition de l'ETOPS et puis ensuite de l'EDTO. Et donc maintenant, cette limitation des avions à deux réacteurs en matière de distance par rapport à des terrains pendant le vol, pratiquement, elle n'existe pratiquement plus, quoi. Maintenant, on est... et donc, il n'est plus nécessaire d'avoir 4 réacteurs pour traverser le Pacifique ou l'Atlantique. Et donc, les coûts de maintenance pour 4 réacteurs, bien évidemment, ils sont 2 fois plus élevés que les coûts de maintenance pour un biréacteur. Ça tombe sous le coup, hein, du bon sens. Salut Mehedine. Mehedine, salut. Bonjour Captain Nordin, bonjour Captain JB. Salut. Voilà, je viens d'arriver et j'ai entendu sur les tops. Et c'était la question que je voulais poser. Alors allez-y, posez votre question. Ouais. Justement, c'est quoi un avion certifié ETOPS? J'explique l'historique d'abord du truc et après je vous expliquerai comment ça fonctionne. Merci. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'aviation est toujours une affaire de compromis et de risques calculés.
dans les temps jadis, compte tenu de la fiabilité des moteurs, etc., on était arrivé à la situation, enfin, la solution suivante. On s'était dit que pour les avions à deux moteurs, il fallait qu'on prenne des hypothèses de travail de manière à éviter que l'avion se casse la figure. Et donc les hypothèses de travail, ça a été que pour tous les avions bimoteurs, on considérait la panne de deux moteurs toutes les fois que l'avion se trouvait à plus d'une heure de vol d'un terrain propre à l'accueillir. Très bien. Donc les avions bimoteurs étaient autorisés à voler dans le monde entier, sauf que à tout moment du vol, ils devaient se trouver au maximum à une heure de vol d'un terrain propre à les accueillir. Pour les biréacteurs, les triréacteurs, c'était 90 minutes, le même raisonnement. Donc la panne des trois réacteurs n'était envisagée que toutes les fois que l'avion était à plus de 90 minutes d'un terrain. Et pour les quadriréacteurs, c'était plus au-delà de 120 minutes. Très bien. Ça, c'était valable avec une probabilité de panne des moteurs qui était celle de l'époque. Les moteurs étaient moins fiables qu'ils ne le sont maintenant. Très bien. On s'est aperçu avec des statistiques que la possibilité déjà de la panne d'un moteur et encore plus la panne de deux moteurs était de plus en plus faible et que donc on s'est dit tiens, on pourrait peut-être revenir là-dessus et être quand même un peu réaliste. Et donc on a commencé à se poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas autoriser les avions biréacteurs à voler au-delà de 60 minutes d'un terrain, compte tenu du fait que la probabilité de perdre deux moteurs est à ce niveau-là, etc. Et donc, on a posé un tas de conditions qui sont d'abord le type d'avion, le type de moteur, l'entraînement de l'équipage, la maintenance de l'avion, etc., etc., la possibilité de communication avec l'avion et tout ça. Et donc, on a homologué la compagnie et les avions en fonction de tous ces critères. À partir du moment où la compagnie, les avions, les équipages répondent à des critères bien précis, on peut considérer donc que la maintenance est faite de telle sorte que la fiabilité des moteurs est ceci, etc., etc. Toutes ces conditions étant remplies, on autorise un avion bimoteur, biréacteur, à voler à d'abord 90 minutes au-delà d'un terrain, ensuite ça a été 120 minutes, etc. Maintenant, je ne sais pas, on est arrivé à des valeurs assez importantes, je crois que c'est de l'ordre de 4 heures ou un truc comme ça avec un biréacteur. C'est-à-dire qu'on peut voler avec un biréacteur à 4 heures d'un terrain propre à l'accueillir. Vous imaginez un petit peu. Donc voilà, c'est ça les TOPS. Et bon, maintenant ça s'appelle le DTO, mais c'est le même principe, ok. Et donc c'est s'assurer que tout est fait depuis de A à Z pour que la probabilité de la panne de deux moteurs soit infinitésimale et donc ne pose aucun problème. Bien sûr, c'est un pari que l'on fait. Hein. Il est toujours possible que malgré tous les calculs qu'on a faits, il est toujours possible que l'on ait la panne des deux moteurs. Ça peut arriver. Mais bon, depuis que les TOPS existent, il n'y a pas eu de panne de deux moteurs. Il y a eu une panne de carburant, une fuite de carburant qui a été gérée par l'équipage. Ils se sont posés comme ils ont pu. Mais disons que globalement, le système a toujours fonctionné. Voilà. Merci, Captain. Donc Je c'est vous en pour ça, prie. Captain, que le 737 et le 320 ne sont pas couramment utilisés pour les vols transatlantiques? Non, ils ne sont pas utilisés pour d'autres raisons. D'abord parce qu'ils ne sont pas ETOPS, mais ils pourraient l'être. Ils pourraient l'être ETOPS, dans la limite de leur autonomie. Mais c'est surtout, s'ils ne font pas l'Atlantique, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas l'autonomie suffisante. Maintenant, quand vous prenez le 321 XLR, qui est donc à extra long range, lui, il a des réservoirs supplémentaires et tout, et il va être autorisé à faire l'Atlantique, avec évidemment une capacité en passagers moindre, mais lui, il aura l'autonomie suffisante. Et il sera ETOPS. Mais en fait, ce qui empêche les 37 et les 320 d'être ETOPS, c'est tout simplement leur autonomie. Voilà. Sidi Saïd. Merci. Attends, Merci, Captain JB.
Si tu séries ta visite en aptitude au vol septembre 2024, c'est-à-dire qu'elle expire en septembre 2026. Tu en as pour 2 ans pour l'aptitude physique, enfin la visite médicale. Tu ne devrais pas repasser la visite médicale si tu es recruté. Sauf s'il faut un petit recheck, mais sans plus. Mais sinon, non, tu as un visite médicale pour les PNC, c'est 2 ans. Pour les PNT, c'est 1 an en dessous de 60 ans et 6 mois au-dessus de 60 ans. C'est-à-dire, dans 60-65, c'est 6 mois. Là, c'est 2 mois. Et on peut qualifier les vols qui traversent l'océan Pacifique. Oui, oui, c'est parce que, bien sûr, il faut. Comment ils calculent ces DTO? C'est des calculs qui sont faits par les dispatchs. Ils font le routing et c'est des points virtuels qui sont passés. Et c'est des coordonnées géographiques qui sont insérées dans le plan de vol. Donc, que ce soit Pacifique ou l'Atlantique, c'est de l'ETOPS. Par exemple, quand on faisait les vols à la Coupe du Monde, mais puisqu'on descendait par Dakar, donc Rio, quand on allait sur Rio, c'était ça disait pas son nom, c'était pas ETOPS, puisqu'il y avait une portion sous couverture, une autre de l'autre côté sous couverture, et au milieu, il y avait la HF. Bon, mais c'est des noms, c'est des trucs, mais toute traversée est sujette à calcul et trucs comme ça. Voilà. Et tout le long du vol, enfin pour tout le parcours, on calcule des points qu'on appelle des points équitants. Oui. Des points équitants qui sont des points où il faudra, avant le point, on saura que le terrain A va être celui qui, en cas de problème, sera atteint en premier. Après ce point équitant, ça sera le terrain B, et ainsi de suite. Donc le vol est jalonné et balisé en fait par des points équitants, ou de manière à ce que l'équipage, en cas de problème, sache de quel côté aller, vers quel terrain il doit se diriger. Moi, pour le moment, je vais me diriger vers la ma tasse de thé, parce que c'est l'heure. Voilà. À tout à l'heure. Bon thé. Les randoms, c'est exactement ETOPS, sauf que ce n'est pas restrictif comme les numérotations des tracks. Les tracks, les NAT, ce qu'on appelle les NAT tracks, les avions se suivent à une distance respective pendant tout le vol. Mais en random, c'est en dehors des tracks et le gars peut réduire la vitesse. Il n'y a pas de restriction de vitesse, il n'y a pas de restriction. S'il veut monter, il va demander à monter par Akars, il va redescendre. Mais sinon, sur un track, par exemple, la vitesse qui est de Mach 82, décimal 82, ce sera maintenu 82. Même s'il y a de la turbulence, il faut envoyer un message spécial par Akars pour dire voilà, on n'arrive pas à tenir un truc, est-ce qu'on pourrait réduire? Et là, il va falloir eux qui régulent avec tous les autres avions pour que ça, parce que c'est close, c'est avion derrière avion. Et c'est à 1000 pieds chacun, donc les niveaux. Bon, les randoms, c'est plus aisé, mais tu n'as pas d'accompagnement, c'est-à-dire la random, tu es là, tu as que la 121.5 ou la Cars. Par contre, sur la track, tu as tous les avions qui sont devant toi ou derrière toi, au-dessus ou en dessous. Captain, est-ce que je peux poser une question? Oui. C'est qui appelle? Tu en appelles PNC? Ou la PNC, voilà. C'est une sonnerie que j'ai installée sur mon téléphone. Très bien. Alors, est-ce qu'il peut arriver qu'un avion, pendant le décollage, puisse grimper brusquement? Pendant le décollage, tu veux dire un lift rapide pour le Québec? Oui, exactement, oui, Captain. Pour quelle raison? Ça peut arriver. S'il a décollé sous un CV, il est sûr qu'il va être aspiré rapidement. S'il a un problème de gouverne arrière, oui, il peut, par exemple, en faisant un lift-off, il peut grimper rapidement. Mais bon, ces trucs-là sont protégés par il y a des protections sur, par exemple, les 330, les 350 et tout. Même s'il fait la ressource, il va monter, l'avion va ramener
puisqu'il a la protection. Il y a ce qu'on appelle, même quand s'il n'est pas sous PA, il va ramener ce qu'on appelle le SRS. Le SRS va le ramener directement à la vitesse adéquate. Donc, à aucun moment, il décrochera. Maintenant, s'il est en alternate low, oui, il peut faire une ressource, perdre le truc, aller jusqu'à l'alpha plot et décrocher. Mais c'est exceptionnel. Et en plus, je veux dire, sauf raison particulière d'une aspiration d'un CB ou là, c'est pas. Ou bien que le gars soit un peu fada et tire d'un seul coup sur le manche ou sur le side stick comme un malade. Mais encore une fois, les avions sont dotés de protection qui vont te ramener à la raison. Hein. Ouais. Et quelle est la montée la plus raide qu'un pilote puisse effectuer? Mais il peut aller jusqu'à l'alpha prot. L'alpha protection, 330 par exemple. Pas plus, il ne peut pas dépasser. Ben, l'avion va te ramener à l'ordre. Oui, oui, oui. Et 350 te prendra les commandes, gars. Parce que quand tu mets, alors surtout quand tu mets le PA, impossible. Terrain d'appui, un terrain de dégagement, il est prévu sur le plan de vol. Dans le cas wind, au cas de problème météo, ceci, cela, X raison, on dégage vers ce terrain. C'est un terrain prévu sur le plan de vol, sur le profil du vol. Le terrain d'appui, c'est ce qu'on appelle un escape. Escape Airport. C'est, par exemple, je te donne un exemple, en allant vers Pékin, on a des terrains d'appui, ou en allant vers Montréal, on a des terrains d'appui, Keflavik, Santa Maria. Avant le, comme disait tout à l'heure JB, avant le TP, les ETP, les points, équitants. Si avant le premier point, il y a la panne, donc on va choisir le terrain d'appui qui est déjà préétabli dans le plan de vol. Si après ce point-là, on continuera vers le deuxième appui, parce qu'on considère que les calculs ont été faits dans ce sens. Les calculs sont faits qu'avant ce point-là, il est plus safe d'aller sur ce terrain d'appui. Après ce point-là, on ira sur le deuxième point d'appui. En cas de panne, maintenant le dégagement, il est sur le plan de vol en fonction de beaucoup de choses, météo, etc., etc. Voilà. Malade à bord, plusieurs raisons. Quoi. Ben, il dit, comment installer cette sonnerie? Ben, va dans ton truc Et voilà. dans ton téléphone et tu vas dans la partie réglage ring, sonnerie, et tu vas trouver le ring. Exactement. Exactement, oui. Salut Nadir. Donc, capitaine, sur un avion, même si on désactive le pilote automatique, quelque part, il y a toujours un pilote automatique qui nous surveille. Ben, non, ça dit, je te surveille. Tu vois, moi. Vu qu'il a des protections, qu'est-ce qu'il fait cet avion? Tu vas tirer. Comme un malade, tu vas tirer comme un malade. Full forward. Cet avion, puisqu'il a des protections, il est calculé sur un profil donné. De maintenir son profil en normal low, ce qu'on appelle normal low. Je ne sais pas comment te le dire en français, mais bon, ça s'appelle comme ça, normal. L'avion va faire ça, il va revenir à son Position initiale. normal, oui. Et c'est pour ça que c'est beau, les protections, c'est super bien. C'est super bien, parce que imagine, tu n'as pas de protection, tu tires comme un malade, tu vas décrocher. Ça, c'est clair. Ouais. Parce que tu vas sortir du domaine de vol. Oui. Les protections te laissent vraiment, te font rester dans le domaine de vol. Très bien. S'il y en a un vol de continuation, j'ai pas compris la dire. Ben là, j'arrive pas peut-être à. J'ai pas saisi ce que tu voulais dire. J'allais te dire tout à l'heure à JB que je devais quitter à 18h, mais bon, j'ai continué un petit peu, mais c'est pas grave. Parce que. Capitaine, Aussi tenu par. Vas-y, Mahdi. Vas-y. est-ce qu'il existe des points de déroutement pour les vols du Grand Pacifique, sur le Grand Pacifique? Ben oui, c'est exactement comme l'Atlantique.
c'est pas de déroutement, c'est ce qu'on appelle c'est des, c'est des points d'appui. Et même sur le Pacifique, il y a le TP1, le TP2, ça dépend des ranges qui ont été tracés, ça dépend de la longueur du vol. Oui. Et bien sûr, avant tel point, tu vas à tel aéroport s'il y a un problème. Après tel point, tu continues à tel aéroport s'il y a un problème, etc. En général, plus la distance est longue et la météo à peu près tangente, on prévoit à peu près deux escapes, deux appuis. Il y a des fois où le vol sur Montréal, il n'a qu'un seul appui. Par exemple, si Santa Maria est exécrable, ils vont maintenir que Keflavik ou bien Gander. Parce que c'est des calculs qui sont faits. Hein. Donc, comme te disait Tajibé, qui te dit que tu vas pas perdre les deux moteurs. Alors là, ça n'a rien à Oui, voir. Les deux moteurs, c'est les deux exactement. moteurs qui vont partir. Mais là aussi, quand tu perds les deux moteurs, il y a des procédures pour démarrer au moins un. Parce que les deux moteurs ne vont pas partir comme ça. C'est une chance sur 1 milliard ou là peut-être pour que ça arrive. C'est impossible. D'abord, il y a pas de raison apparente. Sauf si tu as survolé au préalable et je ne sais pas si tu te rappelles, quand il y avait le volcan de Keflavik qui était actif, Oui, oui, enfin tous les vols étaient annulés entre oui. l'Europe et les Amériques. Pourquoi? Parce que ces avions-là risquaient de traverser ces nuages de cendres qui t'éteignent le réacteur en 5.5. Ils te l'éteignent le réacteur. Hein. Donc ils ont préféré tout arrêter, enfin tout annuler, et ils ont repris, je ne sais pas combien de temps après. Il y a des avions qui sont restés bloqués au Canada, en Europe, etc. Des passagers, alors je te dis pas, etc. Captain, est-ce que tous les avions sont faits par exemple, pour atterrir dans un aéroport à Reykjavik? Est-ce qu'ils sont faits pour atterrir? Sachant que Reykjavik est Ouais. une zone vraiment qui est toujours enneigée. Non, non, tous les avions sont prévus de se poser sur des avions, sur les aéroports enneigés de toute façon, surtout les avions qui font le transatlantique. Donc, aucun problème. Et en plus, tu vois, l'Islande et tout utilise des 37 aussi, des 37 NG entre, par exemple, Exactement. donc, non, il y a aucun problème à ce niveau-là. Les avions sont adaptés à ça, il n'y a pas de problème. Finalement, Mais Captain, je pense que c'est pas tout le temps enneigé, Keflavik, attention, il ne faut pas croire. Hein. C'est pas tout le je crois temps. qu'il y a 20 jours dans l'année ou là, un mois de soleil, c'est tout, non? Non, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas il y a de la neige. Ah oui, oui. Ça veut dire qu'il y a de la neige. Finalement, Captain, le 737, je pense qu'il reste le meilleur appareil. C'est un avion qui a été réussi, c'est vrai. C'est Oui, un avion qui a été réussi à partir du 200 OAG. oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont gardé la gamme de 37. Et ils n'arrêtent pas de l'améliorer et d'aller vers l'avant. Hein. Le seul truc, c'est que bon, il ne prend pas beaucoup de monde. Bon, le maximum qu'il puisse prendre, c'est 100. Voilà, oui, 102. exactement. Bon, c'est un moyen courrier. C'est pas un long courrier, c'est un moyen courrier. Et pourquoi ils ont 737, installé des... le Pardon, 737 depuis le 3700. Moi, j'ai volé sur 3700 quand j'ai fait ma qualif aux États-Unis. Et le 3700, qui avait 8 tonnes 5 de carburant, il n'y avait pas de réservoir central, avec des moteurs D7, même pas les D9, ouais. C'était un bon avion, hein, ça marchait bien. Voilà. Il a été fabriqué en 66, non? Ouais, à peu près, oui, absolument, oui, dans les années 60, la fin des années 60. À part que sur le 737, ils ont installé des mini-winglets. Oui, donc ça, les winglets, c'est pour améliorer l'efficacité, enfin diminuer la traînée induite. Hein, c'est tout. Voilà. Oui. C'est-à-dire, ça dépend. Ça dépend de la catégorie. Enfin, le moyen porteur, c'est 1 heure. Le gros porteur, c'est 1h30, etc., etc. Ça dépend. Et en plus, ça dépend aussi de la charte de la compagnie. La compagnie peut te dire, par exemple, pour le briefing, il faut venir 2 heures avant. Ça dépend des vols aussi. Quand c'est des vols, par exemple, transatlantiques, il y a tout un briefing qui est fait par le dispatch. Donc, on s'arrangeait pour être là-bas 2 heures avant pour avoir toutes les données du gars et le
routing, la météo, surtout quand il y avait des spécificités. Voilà, parce qu'il y a de la parade, il y a du travail, il y a beaucoup de choses. Salut, Hussein. Et Captain, s'il vous plaît, est-ce qu'un avion est capable de voler à 900 km/h à 8000 mètres d'altitude? Ah oui, Oui, un jet, un avion à réaction. Oui. ouais. Oui. Même à 8000 mètres d'altitude. Bien sûr, et plus facilement à 8000 mètres Exact. que plus bas. 3 fois 8. D'accord. 3 fois 8, Charles. 3 fois 8, 24. Donc là, c'est 240, bien sûr. Voilà. Ouais. Aucun Merci. problème. Et attention, Mahidine, bon, on va pas rentrer dans tous les détails, mais Oui, Captain. il y a la vitesse, quand vous parlez de vitesse, 900 km/h, on va considérer que c'est ce qu'on appelle la vitesse propre. Hein, d'accord. Exact. Et la Et vitesse. non pas la vitesse indiquée, la vitesse propre. Hein. Oui. La vraie vitesse de l'avion, c'est-à-dire. Vraiment, la dernière fois, on avait parlé de FL 420, de FL 400, et Captain Kebir, vous m'avez dit en théorie, à 420. Le 330. Oui, sur le 330. Oui, en théorie. Plafond théorique. D'accord. Et qu'est-ce qui fonctionne aussi, qu'est-ce qui fonctionne sur un avion en théorie aussi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut que À ça... part l'altitude. Dire. Qu'est-ce Voilà. À part théoriquement, l'altitude, quelles sont les limites théoriques d'un avion, c'est-à-dire, voilà. par exemple, oui. Alors, par exemple, on a, parce le domaine de vol, par exemple, le domaine de vol, c'est-à-dire, le domaine de vol, c'est un ensemble, une combinaison de vitesse et de facteurs de charge. Alors, le facteur de charge, c'est poids apparent sur poids réel. Toutes les fois qu'on fait une manœuvre, il y a une force centrifuge ou une force d'inertie qui s'applique sur l'avion, quelle que soit la manœuvre, et qui fait que le poids apparent de l'avion augmente. Je vous donne un exemple que vous pouvez ressentir. Lorsque vous êtes assis dans votre siège comme passager, si l'avion fait un virage un peu serré, avec une inclinaison un peu forte, vous allez vous sentir écrasé sur votre siège. Ça, c'est ce qu'on appelle le poids apparent. Très bien. Alors donc, le domaine de vol définit que l'avion ne peut pas, les limites qui étaient en haut sont justement des limites qui sont fixées par un facteur de charge et une vitesse. Alors, on a donc, par exemple, le facteur de charge limite théorique de l'avion, c'est 2,5, c'est-à-dire l'avion est certifié pouvoir encaisser 2,5 fois son poids. Ça veut donc dire les ailes, tout ça, tout ça. Ça, c'est dans les limites opérationnelles. On n'a pas le droit de dépasser ça. Mais l'avion, en fait, est capable de beaucoup plus. Il est capable de, au moins, en général, on a au moins 150%. La limite de rupture, elle est à 150% de la limite opérationnelle. En d'autres termes, un avion normal, un avion de ligne normal qui est opérationnel jusqu'à 2,5 G peut aller jusqu'à 4 G. Mais on n'a pas le droit d'aller jusqu'à 4 G, c'est pas le problème. Mais la limite théorique, TRO, c'est 4 G. Voilà, par exemple. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça qui marchent en théorie. Mais quand Nourdine vous dit niveau 420, alors des fois la limite 420, elle peut être liée à différents trucs. Ça peut être lié à la pressurisation, par exemple. La différence de pression maximale que le système de pressurisation peut accepter. Parce qu'on a ce qu'on appelle une delta P max entre l'extérieur et l'intérieur. Alors plus on monte, plus la pression extérieure diminue. Donc pour une pression intérieure dans la cabine donnée, donc la différence de pression va augmenter. Alors par exemple, je me rappelle sur 727, c'était 8,55 PSI. Ben, vous ne pouvez pas voler avec une delta P qui vous procurerait une delta P supérieure à 8,55 PSI. Voilà. Tout autour de ça à peu près. Même d'ailleurs le diluteur du masque à oxygène sur un 330 par exemple, il est certifié niveau 400. Le diluteur, le mélangeur. Hein. Parce qu'en delà c'est de l'oxygène pur. Mais le mélange,
C'est 400 max pour le mélange, parce qu'il ne faut pas croire que les pilotes absorbent de l'oxygène pur. Il y a un diluteur, donc on passe 100%, 100%, ou bien en emergency. Et donc, tout ça, c'est des limitations qui sont étudiées d'ailleurs justement au monde d'essai, pendant la conception de l'avion. Tout ça est calculé. Des avions, comme vous voyez, avec la pression que subit le passager, est déjà expérimenté au sol. On fait Oui. monter l'avion jusqu'à cette delta P1, de 8,65, 8,55, etc., etc. En fermant la porte, en faisant toutes les conditions, en mettant... Et donc l'avion va faire ça. Donc tout ça, c'est après certification. On te dit voilà ce qui est autorisé, voilà ce qui n'est pas autorisé, voilà ce qui... Mais imagine la chose suivante, tu es au niveau 410, en général, bon, pas 30, et qu'il y a un gros problème et que le gars va monter plus haut. Ben, l'avion va monter, c'est-à-dire tu peux le faire monter, mais il va faire sa ressource. Il va revenir à ses... Voilà. En plus de ça, euh, pour monter au plafond, il y a une question de poids de l'avion, hein. Plus l'avion est lourd, moins haut il peut monter, hein. C'est clair. Donc, capitaine, c'est automatique normalement lorsque l'avion est au niveau 410, le pilote et le first officer, ils mettent leur masque. Il est préconisé, au-delà du niveau 390, si un des gars sort du poste, le gars doit mettre les harnais et mettre le masque. Pour être disponible dans les problèmes, pour être déjà prêt. Oui. Parce que le temps de conscience en cas de panne de pressurisation au niveau 390, 400, etc., il est de quelques secondes. Quelques secondes, on est conscient et on tombe dans les pommes par hypoxie. Donc, on se prémunit contre ça, que s'il y a une panne de pressurisation, il y en a déjà un qui est déjà sous oxygène. Donc, lui ne subira pas ce temps ne tombera pas dans l'inconscience. Voilà. Et combien de temps l'avion doit rester au niveau 410, par exemple, ou au niveau 420? Tout le temps qu'il faudra? Il peut faire quand il prend le niveau 410, nous, au 707, on montait au 430, au retour de Jeddah, par exemple. On était vite. Mais le 410, il est communément utilisé entre Paris et Alger, on prenait le 410 jusqu'au top of descent. Il faut savoir que quand tu montes très haut, le top of descent sera plus avancé par rapport à ce qui est dans les altitudes plus basses, quoi. C'est tout, c'est le top of descent. Merci pour vos précisions. Bien. Il faut concevoir que quand on est dans un avion, on sait que nous, en tant que pilote, et on est formé pour ça, on sait qu'on est dans un environnement qui nous est hostile, hein, faut pas croire. Hein. On sait pertinemment que en cas de panne de pressurisation, je vous promets que moi j'ai eu une panne de pressurisation une fois. On n'est pas fier quand on a une panne de pressurisation, hein, parce que on sait que c'est c'est notre organisme. C'est pas une question de comment dirais-je d'entraînement ou la haja, c'est notre organisme qui fait. Et moi j'ai eu la chance de faire pendant ma formation aux États-Unis, j'ai eu la chance de faire des simulateurs de dépressurisation. On nous avait fait monter à 28 000 pieds, justement. Donc, c'est un caisson, hein, bien sûr, qui est au sol. Et on s'assoit là-dedans et tout ça. Alors, on a des masques à oxygène. Et puis, on nous fait monter en altitude. Donc, on nous met en sous-pression par rapport à l'extérieur. Et d'un coup, la pression chute brutalement. Pour passer à une pression qu'on rencontre donc à 28 000 pieds. Et disons les stagiaires qui étions là, on est assis sur des sièges le long des parois et on demande à un gars sur deux d'enlever son masque à oxygène et on nous demande de faire des exercices. On a des clipboards, on fait des exercices de manière à mesurer ce qu'on appelle le temps de conscience, etc. et les effets de l'hypoxie. C'est assez impressionnant, hein. C'est-à-dire que à 28 000 pieds, au bout de 2-3 minutes,
on est incapable de dire combien ça fait 2 et 2. Hein. On se Ah met oui, à respirer très, très violemment, on a les ongles qui deviennent bleus, etc., etc. Et tout rentre dans l'ordre dès qu'on remet notre masque à oxygène. Voilà. oui, Et on nous fait faire ça justement pour que nous soyons capables, sans même une alarme, parce qu'on a une alarme pressurisation dans le cockpit. On a une alarme toutes les fois que la cabine arrive à 10 000 pieds, enfin l'équivalent, la pression qui règne à 10 000 pieds dans l'atmosphère, on a une alarme qui retentit, l'alarme pressurisation. Mais sans même une alarme, on doit être capable de ressentir sur soi les effets de l'hypoxie. Et parce que chacun développe, enfin, on nous donne d'ailleurs toute une liste de symptômes, et chacun de nous développe certains symptômes plutôt que d'autres. Donc c'est intéressant de savoir quels sont les symptômes que l'on ressent lorsqu'on est en hypoxie, de manière à reconnaître cette hypoxie, même s'il n'y a pas d'alarme. Voilà. oui. J'y vais. J'ai aussi un peu que tu lui parles du FRMS. Moi, je pourrais pas t'en parler. C'est quoi le FRMS? Je connais pas. C'est la gestion de stress, ou je sais pas, je pense qu'il y a un nouveau truc qui a été fait. Attends, je vais regarder sur Google et je reviens. On en a parlé la dernière fois succinctement, comme ça, mais eux, apparemment, ils l'utilisent à fond. J'ai aussi le Congo-Brazzaville. Salut, Algerian 16. Ouais, je sais. Ben, tu l'avais dit la dernière fois. Captain, est-ce qu'il existe des pistes en béton et non pas en asphalte? Si, Tafaraoui, qu'un temps en béton. Tafaraoui, par exemple, c'était des plaques de béton. Et il y avait même celle d'Oran, l'ancienne 25, elle était en béton, c'était des plaques, et avec des canalisations en bas pour le drainage d'eau. Oui. Ensuite, il y a eu la rénovation de la piste, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais sinon, oui, ça existe. Ça existe. Mais bon, maintenant, vu que le concept, si tu veux, de la construction de pistes comme ça n'est plus d'actualité, ils préfèrent faire ce qui est rénovable, ce qui est... donc voilà. Et vous, en tant que pilote, vous préférez la piste en béton ou en asphalte? Il n'y a pas une préférence particulière, c'est ce que préfère l'avion en réalité. Parce que la piste, quand elle est ou neuve ou rénovée, il y a un vol d'acceptation de la piste par les pilotes. Et donc, ils vont voir surtout l'adhérence au toucher, l'impact, ceci, cela, les arrondis de cette piste, etc., etc. Sans plus. Le FRMS, donc c'est Fatigue Risk Management System. Donc c'est un système édicté par l'OACI pour s'assurer que les effets de la fatigue sont pris en charge de manière à ce que les équipages ne risquent pas de tomber en hypovigilance du fait de la fatigue. Bon, alors après, ça concerne tout un tas de mesures, certainement sur le temps de repos et etc., etc. Sur ce que vous venez de dire concernant les pistes, je rajouterais que le paramètre qui est important pour nous, c'est pas tellement la nature du revêtement ou quoi, parce que là, il est garanti qu'il fonctionne. C'est ce qu'on appelle la limitation résistance de piste. C'est ça qui est important, parce que les pistes, si vous voulez, on peut avoir des limitations qui sont liées à la résistance de la chaussée de la piste. D'ailleurs, j'en parle dans une de mes vidéos où je parle de la limitation résistante de piste. Je crois c'est les calculs des limitations au décollage, j'en parle, d'accord. C'est ce qu'on appelle le PCN, ACN, PCN, Aircraft Classification Number and Pavement Classification Number, qui peut amener
à réduire la masse au décollage pour diminuer la pression exercée par les roues sur la surface de la piste. Voilà. Donc, c'est important Donc, le type de piste, par exemple, quand on prend une piste en béton, en général, les pistes en béton ont un PCN, donc une capacité d'absorption de poids qui est supérieure aux pistes en asphalte. Encore, tout dépend aussi de ce qu'on appelle le soubassement de la piste aussi, comment il est fait, etc., etc. Mais Oui. je vous invite à regarder ma vidéo sur les limitations au décollage. Je parle de ça, justement. À un moment dans la vidéo, je parle de l'ACN, PCN, les limitations résistance de piste. Voilà. Justement, en parlant Est-ce de qu'il ça, serait... Oui, vas-y, pardon, capitaine. vas-y, Mahdi, parce que juste après ça, je vais décrocher. Oui. Je n'arrive pas d'avoir Est-ce que des téléphones. Oui, vas-y. pourquoi les pistes ne sont pas... Est-ce qu'il serait possible que les pistes soient chauffées? Par exemple, comme pour les autoroutes en Allemagne, il y a des régions où l'autoroute est chauffée. Ouais. Je crois Pourquoi qu'il y a les des pistes? pistes qui le sont. Ah, d'accord. Je crois qu'il y a des pistes qui le sont dans les pays particulièrement froids, justement pour éviter qu'il y ait du verglas ou quoi au caisse. Je crois que ça existe. Hein. Et c'est surtout pour le verglas, pas pour la neige. La neige, Oui, pour le verglas surtout. Ouais. Le Merci. verglas, c'est hyper dangereux. Voilà. JB, je vais décrocher. On n'arrête pas. D'accord. Ok. Mahdi, salut. Allez. Merci, capitaine. Au Au Salut. revoir à tous. À bientôt. Et à demain. À demain. À demain. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir. Ciao, ciao.